Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Université. Pour cette émission, ce sont trois femmes élues à la région Bourgogne-Franche-Comté qui ont toutes les trois quelque chose en commun, c'est leur origine. C'est Nabia Akar-Boyer qui est juriste, Salima Inezaren, professeure des écoles et Rim El Mezouri, avocate. Bonjour mesdames. Bonjour. 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 Merci tout d'abord à vous trois d'être venus ici à Radio Sud Besançon dans notre studio pour parler de votre parcours. C'est vrai que l'idée de départ que l'équipe rédactionnelle de Radio Sud avait, c'était de vous mettre en avant parce que on a envie de mettre en avant toutes les personnes qui soient issues de l'immigration ou bien issues de quartier. On a envie de donner une image, de donner envie, de donner la niaque aux gens qui écoutent et qui sont soit issus de l'immigration, soit issus de quartiers prioritaires. Et voilà, donc c'est une joie pour nous de vous recevoir. On va commencer déjà avec votre histoire, enfin vos histoires du coup. On commence avec vous, Nabia Akar-Boyer. Donc je le rappelle, vous êtes juriste et on aimerait connaître votre histoire. Alors bon, on n'a qu'une heure, donc je pense qu'on va pas pouvoir tout détailler, mais racontez-nous comment vous voulez votre histoire. Alors bonjour, merci pour l'invitation. Mon histoire, mon parcours, je pense qu'il y a beaucoup effectivement de points communs et de différences avec mes amies aujourd'hui présentes. Je suis byzantine, je suis née à Besançon, alors je suis née dans une maternité, mais j'ai grandi au Founeut. Les Byzantins connaissent bien les Founeut, donc jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Ensuite, j'ai grandi dans le quartier Fontaine-Écu, et puis après, voilà, mes parents sont partis dans un village à la périphérie, à École-Valentin. Parcours classique, j'étais une enfant studieuse, des parents très exigeants, un papa ouvrier, une maman pendant très longtemps femme au foyer, puis qui après a commencé à travailler, et ça lui a ouvert une grande liberté, femme de ménage. Et puis voilà, des parents très très exigeants et qui plaçaient l'école tout en haut des priorités éducatives. Il fallait qu'on travaille bien à l'école, il fallait qu'on soit sage à l'école, etc. Donc c'était devenu donc pour moi quelque chose de très important. J'ai fait des études de droit à Besançon et puis je suis partie faire un master à Sciences Po, Strasbourg. Et j'ai passé des concours et aujourd'hui je suis fonctionnaire territorial et plus particulièrement juriste. Donc avec toutes les questions, je travaille sur toutes les questions des collectivités territoriales. Voilà, c'est mon quotidien. Je me suis engagée en politique très récemment. Ça fait 2 ans. Je suis conseillère régionale. Je n'avais jamais eu de mandat avant. Je militais au Parti socialiste et j'ai décidé de me lancer en politique et d'être sur la liste, de rejoindre la liste de Marie-Guide Dufay. Voilà, ça fait 2 ans que je pratique concrètement l'exercice politique. Je me suis toujours engagée sur la chose politique, mais voilà, c'est depuis 2 ans que je pratique au travers d'un mandat régional. Rapidement, mais on aura sans doute le temps de développer un petit peu plus, vous avez dit vouloir mettre en avant des femmes issues de l'immigration, avec un parcours issu de quartier. J'ai longtemps refusé cette étiquette. En me disant que ça ne devait pas être ce qui me caractérise. Et finalement, en vieillissant, cette idée de modèle, de source d'inspiration me plaît énormément et je me rends compte qu'elle est nécessaire. Essentielle. Et qu'il faut encourager, démontrer en fait que l'engagement politique en particulier, je ne parle pas de l'engagement professionnel, il y a 1000 façons de s'épanouir professionnellement, mais l'engagement politique pour modifier le système, il est essentiel et si on peut inspirer des femmes et des hommes des quartiers et d'ailleurs, en général, je serais ravie. Ravi d'entendre tout ça. Alors du coup, vous avez fait un rapide moment sur votre histoire et puis vous êtes parti vite dans le côté politique, mais on reviendra sur plus de détails. Maintenant, c'est Salima Inezaren, donc vous êtes professeure des écoles et également élue au conseil régional. Alors votre histoire. Bonjour et merci pour votre invitation et ce moment où on peut en apprendre un peu plus sur des parcours différents, mais ô combien similaires quand j'ai écouté Nabia. Voilà, moi j'ai 50 ans, bientôt, faut pas que je me vieillisse. Je suis née à Audincourt, j'y ai grandi, j'ai vécu dans le quartier des Champs-Montants, un quartier populaire de la ville d'Audincourt, et après je suis partie étudier à Strasbourg, d'abord le droit,
Ça m'a pas convaincue. Je suis partie en histoire et j'ai passé le concours de professeur des écoles et j'ai commencé ma carrière professionnelle à Strasbourg pour rejoindre après le Pays de Montbéliard en 2001-2002. Voilà. À Audincourt, j'ai enseigné et mon premier poste était dans l'école maternelle où j'ai moi-même étudié. Donc, c'était assez émouvant de venir remplacer la directrice d'école qui partait à la retraite et qui nous a eus en tant qu'enfants. Donc, il y a eu un vrai passage de témoin à ce moment-là et beaucoup d'émotions parce qu'elle, pour elle, une boucle était bouclée. Et de voir qu'une enfant du quartier revenait à l'école pour elle-même enseigner, ça avait beaucoup de sens et de signification. Donc, elle m'a fait découvrir l'école, le sacro-saint lieu du bureau du directeur dans lequel il ne fallait pas rentrer. C'était très mauvais signe si on y allait. Voilà, donc j'ai retrouvé des amis d'enfance qui étaient devenus mamans et j'ai enseigné à leurs enfants. Donc voilà mon parcours professionnel et j'ai décidé d'habiter ce quartier aussi au bout de quelques temps. J'y ai vécu une petite dizaine d'années et mon fils est allé dans cette école maternelle, élémentaire et au collège que j'ai moi-même fréquenté. Donc voilà, c'est un quartier qu'on dit difficile, mais à l'époque, beaucoup de chaleur humaine, d'échanges, de relations fortes, des difficultés, certes qu'il ne faut pas nier, mais avec une solidité familiale très importante. Je vais reprendre mot pour mot ce qu'a dit ma collègue, donc je vais faire plus court, mais c'est exactement la même chose. Des parents très exigeants, les deux étaient allés dans la même direction, on n'avait pas à discuter, on n'avait pas le choix, il fallait travailler à l'école, et bien travailler à l'école, et bien se comporter. Donc là-dessus, une exigence importante, mais l'exigence était aussi du côté de mes parents, parce qu'eux-mêmes étaient d'une rigueur dans leur vie personnelle. On était lavé, douché, couché à l'heure, les devoirs étaient faits. Et ma mère a repris des études à l'âge de 40 ans, donc moi-même j'entrais dans ma vie professionnelle, ça m'a inspirée et je tiens quand même à saluer. On ne réussit pas sans rien. C'est une éducation et l'école de la République qui nous a quand même donné la chance de pouvoir apprendre des choses et de comprendre un peu cette société et puis de nous épanouir professionnellement aujourd'hui parce qu'on en a échangé tout à l'heure. Je crois que vous avez 3 personnes passionnées par ce qu'elles font et ça c'est important. Mon entrée en politique du hasard, on est venu me chercher à l'école, le maire est venu inaugurer des travaux à l'école. M'ayant vu là, sachant que j'étais une enfant du quartier qui venait enseigner, il y a vu un symbole dont il s'est emparé. Et dans la famille, la culture politique, la chose politique est très présente. Voilà. Et je me suis lancée. Elle l'était quand vous étiez petite déjà ? Oui. Mon papa écoutait assidûment la radio, pouvait vous commenter l'actualité nationale et internationale dans les moindres détails, donc une culture impressionnante. Ok, bien merci. On poursuivra bien sûr pour la suite. Rime El Merzoui, vous êtes avocate. Alors, je vous laisse faire comme vos 2 collègues, du coup, raconter votre histoire. Alors, je vous remercie. En fait, j'ai une histoire un petit peu différente parce que moi, déjà, je suis née à Dole. Je ne suis pas byzantine, je suis doloise. Et moi, j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 8 ans au centre historique de Dole. Nous avions une maison. Et ensuite, comme mon père travaillait à Solvay, on a déménagé à Tavaux et j'ai vécu jusqu'à l'âge adulte à Tavaux. Donc, voilà. Alors, je vais être beaucoup plus courte parce qu'après, pour le reste, je pense qu'il y a des similitudes et ça ne sert à rien de les répéter. Il n'y a pas de secret, hein, de toute façon, on ne peut pas... tout se fait à la maison, hein, tout notre parcours, en fait, il est le fruit de ce que sont nos parents et de la direction que nous ont donné nos parents. Donc moi, effectivement, comme mes collègues et amis, une mère excessivement exigeante, terriblement aimante et excessivement exigeante, hein, c'est possible. Et j'ai un père qui est sur un autre créneau, il était absolument pas exigeant, il était complètement amoureux de la liberté, il était... C'était une autre manière d'éduquer. Il avait beaucoup d'histoires à raconter. Il parlait souvent par des paraboles qu'on ne comprenait pas forcément quand on était petite. J'avoue que certaines, je ne les ai comprises qu'à l'âge adulte. Hein. Donc vraiment, voilà, 2 parents diamétralement opposés,
mais avec une mère qui du coup a été exigeante pour deux, hein. Et donc une scolarité tout à fait normale, Sans primaire, embûche. collège, voilà, je vais reprendre ce que disait Nabia, j'étais une enfant sage, je savais ce que je devais faire et puis je le faisais, je me posais pas trop de questions, l'ordre, l'instruction, les règles, ben, elles étaient établies et puis il y avait qu'à les respecter. En fait, on se posait, je pense aussi que c'est une époque où on ne se posait pas la question par rapport à tout ce qui est éducatif et règles et politesse, voilà, tout ça n'était pas remis en cause. En tout cas, voilà, moi personnellement, je me suis jamais posé la question. Ensuite est arrivée l'université, je voulais être médecin, mais bon, les maths ne m'aimaient pas trop et moi non plus, donc j'ai bifurqué en droit et par contre là, ça a été une rencontre avec le droit. Moi, j'étais une élève, fallait passer d'une année à l'autre, donc j'étais moyenne, hein, je faisais le minimum, hein, j'étais pas non plus. Alors le droit, ça a été une vraie rencontre. Je pense que j'ai fait d'excellentes études en droit et du coup, je suis devenue avocate. Voilà, c'était un concours de circonstances. C'était pas à ça que je me destinais, mais c'était un concours de circonstances. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Moi, je voulais être diplomate aux Nations Unies. J'ai travaillé à l'OMS et je dirais que à 20 ans, c'était trop tôt peut-être. Moi, j'avais énormément de croyances, je voulais changer le monde. Et une organisation internationale, c'était peut-être pas par là qu'il fallait commencer. Je pense que le monde associatif et des ONG correspondait plus à ce que j'attendais, à ce que je voulais faire, qu'une organisation internationale qui est beaucoup, beaucoup plus politisée et codifiée. Donc voilà. Et puis la politique, alors voilà, pareil, c'est par hasard. Hein, on est venu me chercher une première fois. Et puis j'ai dit non, ça ne m'intéressait pas vraiment à l'époque, parce qu'on ne m'avait pas donné vraiment de visibilité et de lisibilité sur ce que voulaient faire les personnes. Et comme c'était un monde qui était étranger au mien, je n'arrivais pas à concevoir. Et puis après, du coup, l'idée finalement a fait tout doucement son chemin en moi. Et on est venu me rechercher une deuxième fois, à peu près 2 ans après, pour les régionales, avec quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus précis et de beaucoup plus compréhensible. Donc du coup, j'ai dit oui, parce que c'était aussi à un moment... C'était le bon timing. Moi-même, j'étais en pleine déception par rapport à ce qui se passait dans le monde, dans notre société, où il se passe vraiment... Enfin, c'est quand même assez grave ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, le timing était bon. C'est toujours une histoire de moment, et c'était le moment. Voilà. Alors c'est une jolie touche de fin pour vos 3 histoires, parce que du coup, j'ai bien envie en parlant de moment, justement, j'ai bien envie de vous demander, pour le moment, comment est-ce que vous voyez, alors on va peut-être pas dire toute la société qui nous entoure, mais si on peut déjà parler de là où on est, voilà, la région Bourgogne-Franche-Comté, comment est-ce que vous voyez que les gens vivent actuellement, que ce soit économiquement, socialement, quelle vision vous avez, et puis là on peut partir sur du débat, hein, on n'est pas obligé de scinder, voilà. Voilà, comment est-ce que vous voyez les choses actuellement sur la région, et vous, du coup, en tant que femme, voilà, en tant que femme politique, du coup, comment vous voyez les choses, vous, aujourd'hui? Alors, la question est très large, hein, je sais. Hein. Non, mais en plus, le diagnostic, le constat factuel de l'état de notre société, de la réalité du quotidien des gens, il est sans appel, quel que soit notre courant politique, quelle que soit notre situation personnelle, notre situation économique, notre situation, voilà, à tous les niveaux. Les gens sont en grande difficulté, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont vraiment du mal à finir le mois, on a des gens qui sont effrayés, on a des gens qui, voilà, financièrement c'est difficile, socialement c'est difficile, il y a un clivage, il y a une ambiance qui est difficile, et forcément, on en parlera peut-être après, ça crée de la défiance et de la méfiance. Moi, en tant que femme politique, je suis effarée de la montée des extrêmes en France et de la violence. Alors, je ne mets pas tout sur le dos des réseaux sociaux, c'est un excellent outil selon ce qu'on décide d'en faire, mais on a aujourd'hui une plus grande liberté d'expression, on a des moyens d'expression plus nombreux et plus riches, et la parole s'est libérée, et je trouve que ouais, les gens sont méfiants, désunis, et il y a une montée du racisme que j'avais jamais pu observer. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à la chose politique, et là, depuis quelques années, ça m'effraie personnellement ce niveau
de violence dans la parole politique, dans la parole publique. Ça, c'est quelque chose qui est récent et très, très violent. Si vous souhaitez poursuivre. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Je dirais que en plus, au-delà de ça, il y a une indifférence. Il y a une indifférence qui est totalement effrayante. On ne regarde plus à côté. L'autre, on n'est plus dans l'altérité avec l'autre. Et c'est nos politiques publiques au niveau étatique. Je sais qu'on doit rester, mais on est quand même impacté par ces politiques. C'est des politiques qui sont complètement incohérentes. Je dirais la maison brûle et on regarde ailleurs. La justice va mal, on n'a plus des fonds, on est endetté. Il y a certains tribunaux qui sont endettés envers la Poste. La police va mal, l'école va mal. Tout ce qui est régalien. Et l'État devrait se concentrer sur ça. Tout va mal. Et en fait, concrètement, on le sait, on a des chiffres, on est déclassifié. Enfin, voilà. Et il y a une sorte d'inertie de la société du moment que, en fait, notre quotidien, pour les personnes pour qui tout va bien, le quotidien va bien, donc forcément, on ne regarde pas. Et pour les autres, quel est leur moyen de s'en sortir, quel est le moyen d'agir. Et en fait, au final, c'est vrai que moi, c'est ce constat-là qui m'a fait m'engager en me disant, à un moment donné, il faut que quelqu'un mette en réalité, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Parce qu'on peut pas passer, ce qui se passe est tellement grave qu'on a l'impression qu'on a besoin de secouer les personnes qui sont aux commandes pour arriver à quelque chose, parce qu'il y a une sorte, vraiment, moi, je sens une indifférence et une inertie qui m'effraie. Je ne vais pas mentir, qui m'effraie, parce que on va droit dans le mur, et c'est très trivial ce que je vais vous dire, vous me pardonnerez l'expression, mais je dirais comme les jeunes, ça passe crème. Bien, je dirais pas que tout va mal, je dirais que pour certaines personnes, tout va très bien. Il y a de plus en plus de riches, de très riches, mais son corollaire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de très pauvres. En fait, c'est le creusement des inégalités. L'accroissement des inégalités. Et là, ça ne passe plus. Ça passe plus crème. Là, ça ne passe plus. Les classes moyennes sont très touchées. Les populations pauvres, malheureusement, l'ont toujours été. Et le système social français, le modèle, était là pour compenser. Et là, on voit qu'on arrive au bout. Et donc, la solidarité de notre société ne joue plus à plein ou mal. Et donc ça génère des tensions très fortes parce qu'on a l'impression, et on l'a vu dans le débat des retraites, que c'est toujours les mêmes qui doivent porter la charge et qu'en contrepartie, pour attirer les investisseurs, etc., on doit les épargner. Donc on a l'impression qu'on a une classe privilégiée, c'est pas une impression, c'est un vrai ressenti, une classe privilégiée qui vit bien, qui vit très bien, et les autres qui doivent supporter le poids de toute la charge. Et ça, c'est difficile de lutter contre, parce qu'on le ressent au quotidien, que ce soit en Bourgogne-Franche-Comté ou dans toute la France, et je ne parle même pas des territoires d'outre-mer, où la situation est encore plus catastrophique. Donc, et les gens en ont conscience. Les gens en ont conscience, et ce qu'on voit circuler, c'est tous pourris. Et de lutter contre, c'est compliqué, c'est difficile. Et on n'arrive plus à avoir le propos adapté pour temporiser, dire ce qu'on met en place, ce qu'on développe. Non, c'est l'immédiateté, c'est l'individu. Et là, je viens de mon deuxième point, c'est l'absence de projet commun, le projet républicain qui ne prend plus de sens auprès des gens et des personnes et qui s'oriente du coup vers des théories, des courants plus extrémistes, plus radicaux qui pourraient, selon eux, être la réponse adaptée à tous leurs problèmes, parce qu'ils ont un discours simpliste pour des problèmes très complexes. Et ce martèlement des éléments de langage au quotidien sur les chaînes télé de grande écoute, radio, presse, ça infuse dans la société, et à tel point qu'on arrive à diviser les petites gens entre elles. Quand je parle de petites gens, c'est des gens qui ont peu de moyens. On arrive à se les faire dresser les uns contre les autres, alors qu'elles devraient être unies dans un objectif commun qui est
notre République, notre modèle social qu'il faut impérativement conserver, développer, préserver, et même voire faire évoluer, mais dans le bon sens. Et ce qu'on constate, c'est que RIM a dressé un constat qui est réel. Hein. La dégradation de notre système public fait craindre beaucoup de choses auprès des populations et générateur d'angoisse, puisque la solidarité ne s'opère plus. Voilà. Comment lutter contre ? Redonner du sens au projet républicain. Alors justement, et ça, c'est difficile. Comment, en tant que vous trois femmes politiques, comment est-ce que vous agissez et comment vous pouvez agir ? Parce que on peut penser qu'à partir du moment où quelqu'un a un pouvoir politique, il peut faire bouger les choses, mais qu'est-ce que vous pouvez faire ? Puis quel est votre plafond de verre, en fait, pour faire bouger les choses ? Ces choses qui vous révoltent. Là, c'est la juriste qui parle. La France est structurée, elle est très organisée dans son système politique. Donc, on l'a dit, il y a l'État, le gouvernement, l'État, le Parlement, avec le vote des lois et les compétences de l'État. Et puis, il y a différents échelons. C'est assez méconnu en France. C'est pour moi essentiel qu'on le développe davantage à l'école. Il y a l'échelon local avec les communes, la mairie, voilà, de façon basique. Ensuite, vous avez les départements qui interviennent davantage sur l'action sociale. Et puis, vous avez l'échelon régional. Et chaque échelon est encadré dans ses compétences. C'est-à-dire que chaque échelon ne peut pas intervenir dans tous les domaines. Il y a bien des sujets qui nous tiennent bien à cœur et pour lesquels on ne peut pas malheureusement intervenir. Donc, je vois que vos deux collègues font oui de la mais tête. Oui, c'est une vraie frustration, mais on n'empêche qu'à un moment donné, quand vous vous engagez en politique, vous choisissez l'échelon qui vous attire le plus, l'échelon qui vous intéresse le plus. Assez schématiquement, l'échelon régional a des compétences obligatoires et ça va parler aux gens et aux familles. La première compétence, c'est la gestion des lycées. C'est un gros poste de dépense pour la région, l'entretien, la rénovation des lycées bourguignons et franc-comtois. Un deuxième poste très énergivore et très énergivore en deniers publics, en argent public, c'est les transports. Donc, tous les bourguignons franc-comtois connaissent la marque Mobigo ou ont déjà pris le TER dans leur vie. Donc voilà, on est très limité, chaque échelon est très limité dans son champ de compétences. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'à travers nos politiques publiques, à travers les compétences qui sont confiées aux régions, c'est d'agir, d'orienter, très clairement, on oriente nos politiques publiques avec ce qui nous tient à cœur. C'est-à-dire, un exemple, sur le TER, on va avoir un TER qui sera moins cher. Voilà, on fait le choix qu'il soit moins cher et donc un peu plus cher pour ceux qui ont le moins, notamment pour les jeunes. C'est pareil dans nos lycées avec la cantine, dont on est obligé d'augmenter les tarifs, mais on va faire en sorte qu'il y ait un tarif social. Ça, c'est de faire de la politique. Donc on essaye, et Salima l'a identifié, on a un vrai problème de répartition des richesses et d'inégalité sociale qui s'aggrave. Et ce qu'on essaye de faire, nous, les trois, et toute l'équipe de la majorité régionale, c'est d'essayer de réduire ces inégalités à travers chacune de nos politiques publiques. Alors, très bien, Nadia a dressé un cadre, un cadre général et il est important à avoir en tête parce que quand on vient nous voir sur le terrain, vous avez fait quoi pour ma petite école ? Alors, excuse-moi, nous, c'est la région, Et ça, c'est important à prendre en compte. Alors, peut-être qu'il faut le simplifier, mais ça, c'est encore un autre débat, c'est un autre sujet. C'est déjà pas mal simplifié, je trouve que... Enfin, peut-être, oui, et le répéter, peut-être. Oui, mais c'est compliqué. Alors, nous, modestement, en tant qu'élus, au sein d'une majorité régionale, comment on intervient ? On est des élus ancrés sur un territoire. Moi, en plus, maintenant, je peux en parler de deux. C'est quand il y a un sujet, là, par exemple, rénovation des lycées, les transports, comme l'a dit Nabia, ou la politique économique, on vient avec notre éclairage. Donc, on va défendre notre point de vue. Aussi, sur la culture, c'est un sujet où on débat quand même vraiment beaucoup. Et on essaie de faire porter notre voix, qui est aussi différente, avec un parcours, chacun porte quelque chose et incarne quelque chose. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans une majorité et on est un peu plus de 50. Donc, chacun vient avec son éclairage local et on essaie au mieux de répartir sur un territoire qui est très grand, la Bourgogne-Franche-Comté. C'est l'une des plus grosses régions territoriales en termes d'espace. Donc, c'est des débats animés. Faut pas croire qu'on
Oui, quand ça se passe de façon ça se passe en cordiale. interne. Alors ça, c'est pas visible de l'extérieur, C'est ça. puisque on appartient à une majorité. La solidarité envers la majorité, elle est de mise. Sinon, ben voilà, hein, voilà, on quitte la majorité et auquel cas, c'est compliqué puisqu'on a quand même démarré la campagne ensemble et autour d'un projet qu'on défend. Alors voilà, on a plein d'exemples. On va pas faire en citer, mais chacune, on débat, on apporte. On attire l'attention aussi sur une problématique qu'on voit évoluer, naître sur notre territoire et dont on n'a pas forcément conscience à l'échelon régional. Voilà un apport concret d'un élu qu'un élu peut porter au sein d'une très grosse collectivité. La région, c'est une très grosse collectivité avec des logiques financières, économiques et des politiques publiques qui sont denses, qui concernent aussi bien le citoyen, les autres collectivités, le milieu associatif, etc., etc. Allez-y, je vous en prie. En fait, du coup, j'ai rien à ajouter de plus, hein, puisque comme mes collègues ont vraiment expliqué le fonctionnement de l'institution conseil régional et notre rôle en tant qu'élu, j'ai absolument rien à apporter. Alors moi, je dirais qu'à titre plus personnel, en tant que conseillère régionale, on a... alors, fondamentalement, concrètement, on ne change pas la face du monde au niveau du conseil régional. Ça, c'est certain. Si on veut changer la face du monde, ce que je vous disais tout à l'heure, le coup de pied dans la fourmilière, faut être clairement à l'Assemblée, au Sénat, dans un ministère. Et ça, effectivement, c'est pas frustrant. C'est pire que ça, en fait. Parce que vraiment, on est vraiment là, on est venu avec tellement de motivation, mais tellement d'envie et tellement d'idées aussi. Parce que des idées, on en a, mais tellement. Et c'est clair qu'il y a une part, mais inimaginable de frustration. Ça, c'est certain. À côté de ça, on est, comme le disait, sur un territoire. Et plus concrètement, je dirais que notre rôle aussi, c'est de faire le relais entre le territoire et la région. Parce que si on veut une politique qui soit moins centralisée, parce que c'est ça le but, c'est de répondre de manière très personnalisée à ce qui se passe dans les territoires, eh bien, en fait, le relais entre la grosse machine qu'est l'institution régionale qui délivre des fonds, hein, parce que son but, c'est aussi de délivrer des fonds pour permettre la réalisation de projets, qu'ils soient locaux, menés par les collectivités locales, que ce soit des TPE, des PME, voilà. Son but, c'est aussi de permettre de la réalisation de projets qui vont venir dynamiser notre région et la rendre attractive. Eh bien, en fait, ce relais, c'est tout simplement l'élu local, parce que il sait les problématiques de son territoire, et puis il est là pour répondre aux questions du citoyen. Et moi, sur le terrain, je le martèle, il le faut absolument, même si on est dans une période de dégoût pour le politique, parce qu'il s'est passé tellement de choses, que le citoyen, il en a marre et il se dit tout sauf feu, mais en réalité... il n'y a que ça qui peut changer. Et en fait, si les citoyens ne vont pas aux urnes pour voter pour ce qu'ils veulent vraiment, eh bien, leur rédemption ne peut venir que d'eux. Je veux dire, il n'y a pas de solution miracle. Donc, du coup, je le martèle vraiment souvent, il faut s'intéresser parce que c'est ça qui change, qui permet le changement concret sur le terrain. Et on ne peut pas se plaindre qu'il n'y a pas de changement si de l'autre côté, il y a un tel taux d'abstention ou il y a une telle incohérence de vote, c'est pas possible. Donc en fait, il faut aussi alors vraiment c'est le mot, responsabiliser le citoyen aujourd'hui et surtout lui donner une information qu'il a, hein, qui est à portée de main, mais qu'il n'a plus envie de voir, et pour lui le politique ne l'intéresse plus, il faut être honnête. Alors que le politique, je peux vous dire, Anna, on est trois face à vous. Nous, c'est vraiment, on ne fait plus de la politique politicienne. On est là vraiment pour le changement. On est là pour le concret. Et moi, j'en vois énormément de personnes qui sont là parce qu'elles sont terriblement investies. Et cet investissement, je dirais que c'est presque dommage qu'il soit caché par tout le reste. Salima ? Bien, on sent la passion, chérie, mais et là, très juste. Concrètement, un conseiller régional, qu'est-ce qu'il fait ? Je crois que c'est peut-être une question que se pose le citoyen. Et là-dessus, j'aimerais quand même dire deux mots.
on siège donc au sein de la région dans différentes commissions qui sont thématiques sur des politiques. Et là, on intervient, on étudie les rapports et on les vote. Et ensuite, c'est validé dans une grosse assemblée qui s'appelle l'assemblée plénière. On vote. Ça, c'est la phase visible. Mais concrètement, on est toutes les trois représentants de la région au sein de diverses institutions, que ce soit les CA des lycées. Concrètement, c'est notre politique majeure. Donc, on siège au sein des conseils d'administration de nos lycées. On en a plusieurs. Donc, des fois, c'est difficile de jongler avec les emplois du temps et les agendas. Quand les CA des lycées ont lieu tous les... 2 fois par an. 2 fois par an 2-3 fois par an. D'accord. Et Okay. on est dans 3-4 lycées. Chacune. Et bien sûr, c'est au même moment. D'accord. Ah, Donc, ok. moi, c'est mon cas. Pas toujours. Non, mais sérieusement, des Non, fois, mais c'est important ça, de dire. situer en fait où vous On allez. siège dans différentes structures, qu'elles soient culturelles, sportives, économiques, associatives, aménagement du territoire. Ça, c'est hyper important. Et l'essentiel de ce travail, il se fait au quotidien, mais par petites touches. Hein, c'est pas très visible, mais il est important, l'aménagement du territoire, quand on décide la fermeture d'un bureau de poste ou l'ouverture d'un autre, la fermeture d'une ligne TER ou l'ouverture Qui va changer le quotidien ou l'aménagement ou simplement de travaux. Voilà, c'est dans ces instances-là que ça se passe. Et pour le citoyen, c'est différent d'un conseil municipal. Hein. C'est pas la même façon de travailler. Alors, du coup, en tant que personne, mais en tant que femme aussi, est-ce que ce n'est pas trop difficile de défendre et de présenter ses idées, comme vous expliquez du coup que vous avez vos idées, vous en avez plein, et que du coup vous souhaitez, quand vous siégez, du coup vous devez défendre vos idées. Est-ce que c'est pas un exercice qui est trop difficile? Je vais commencer avec vous, Rim. Alors vous avez face à vous, je crois, 3 personnes extrêmement punchy, dynamiques, qui n'ont pas vraiment leur langue dans leur poche. Donc défendre nos idées, je vous dirais qu'il n'y a rien de plus facile, parce qu'il faut juste les exposer. Et la communication, je crois que pour nous toutes, c'est la base du système, déjà de notre éducation. Hein, donc du coup, non, défendre nos idées, c'est pas facile. Qu'elles soient entendues et comprises, c'est peut-être un peu plus difficile. Qu'elle soit acceptée, alors en sachant que on ne détient nullement la vérité, hein, la vérité n'existe pas, c'est juste une opinion que chacune a, et ça, je crois que c'est très important de le dire, hein, parce que sinon ça serait très présomptueux de notre part. Donc non, mais je dirais que ce qui est dur n'est pas l'exposition des idées, c'est la confrontation des idées quand on est dans un système. Alors, sincèrement, moi, je le vois, mais au quotidien, pas seulement dans la politique. On est aujourd'hui dans un système, on est en plein changement. Hein. Je dirais, on est dans ce clair-obscur entre un nouveau monde qui se meurt et un autre qui commence à apparaître. On est vraiment dans ce clair-obscur. Et donc, du coup, avec tout ce qu'il a de bon, mais aussi de terrifiant. Et je trouve qu'aujourd'hui, le doute n'existe plus. Alors là, moi, c'est quelque chose qui me terrifiait beaucoup. On a face à nous souvent des personnes qui détiennent la vérité. On parle à des gens qui, de toute façon, ne peuvent pas vous entendre. Vous avez beau exposer vos idées, puisque elles détiennent une certaine vérité. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est discuter avec des gens qui n'ont plus de doute et qui ne peuvent vous entendre, mais ne vous écoutent pas. Donc, du coup, c'est ça qui est compliqué pour moi. Et donc, du coup, c'est le monde des idées qui en prend un coup, parce que évoluer, c'est la confrontation des... Enfin, mon travail, c'est le contradictoire. Et moi, je crois vraiment dans la contradiction, et je crois vraiment que plus on est de cerveau, meilleure l'idée sera. Et je crois vraiment que la confrontation des idées, moi je suis pas encartée, donc je suis moins dans un clivage gauche, droite, je parle pas des extrêmes, mais voilà, dans ce clivage d'idées. Moi je pense que la bonne idée peut aussi naître de la contradiction, enfin elle naît nécessairement de la contradiction des idées, et qu'on crée un nouveau système, et qu'aujourd'hui on devrait aller vers ce nouveau système de contradiction, où la bonne idée, c'est celle qui sera la meilleure pour le citoyen. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour le citoyen. On est là pour la cité, on est là pour faire évoluer le système. Donc voilà, donc du coup, je pense que mes collègues, consoeurs, là, ça vient, vous le diront, c'est pas l'exposé des idées qui pose souci,
C'est comment elles peuvent être entendues, comment on peut dialoguer, comment on peut avancer. Ça, c'est très important. Et puis après, encore une fois, comment concrètement on peut mettre en place dans un système où l'État dit qu'il n'a plus d'argent, donc du coup, moins d'argent pour les collectivités territoriales, parce que finalement, c'est peut-être pas le nerf de la guerre, mais si quand même un peu en politique, même totalement. Donc du coup, après, comment mettre en œuvre, parce que on va arriver difficilement à la bonne idée, et une fois qu'on a cette bonne idée, comment on la met en place, comment on la met en œuvre, et puis une fois qu'on la met en œuvre, comment elle peut impacter le citoyen. Donc du coup, entre la naissance de l'idée et son impact sur les citoyens, il se passe X temps, et puis du coup, elle arrive à un moment où le citoyen, il a besoin d'une autre idée. Et donc du coup, rebelote, nous revoilà repartis sur quelque chose de nouveau, et donc du coup... Et c'est pour ça, en fait, que le citoyen, il s'éloigne finalement de la politique, je pense. Et la place de la... Enfin, en fait, vous êtes des femmes, vous êtes des mères, et vous êtes des femmes politiques. Comment vous conciliez tout ça, et est-ce que vous arrivez à vous y retrouver ? Je reviens sur cette question et sur celle un peu avant, comment la femme, on va en parler, comment les femmes font leur place dans cette société, notamment en politique. Ça va mieux, mais ça n'a pas toujours été le cas, et c'est pas totalement réglé. J'ai jamais, comme dit Rime, on a du caractère, je me suis jamais laissé faire, je suis issue d'une famille de 7 enfants, donc ça forge le caractère. J'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai un papa qui a énormément de caractère, une maman qui a énormément de caractère, donc j'ai un tempérament à me défendre et à lutter contre l'injustice. Il n'empêche, et j'ai jamais été véritablement victime de propos sexistes. Je pense que je dégageais quelque chose qui n'autorisait pas à ce genre de pratique. Il n'empêche que la première chose qui m'a choquée en politique, et là je ne parle pas depuis mon mandat régional, depuis que je me suis engagée dans le militantisme politique, que j'ai mis un pied concret, un engagement concret. On fait tous de la politique. Une dame qui va aider son voisin à traverser la rue, etc., fait de la politique. Mais quand je me suis engagée concrètement sur la chose politique, la première chose qui m'a effrayée, c'est l'espèce de condescendance qu'il y a vis-à-vis des femmes. Une femme, on l'autorise à être sur une liste électorale. Une femme, on l'autorise à avoir une certaine délégation. Il y a des délégations pour les femmes, il y a des délégations pour les hommes. Une femme, on lui fait une faveur, en fait, finalement, en politique. Et c'était ça, le premier diagnostic que j'ai eu quand je me suis engagée concrètement en politique, c'est, et je suis désolée, je vais le dire aussi, une femme issue de l'immigration, c'est le combo parfait. Ma jeune maghrébine, ma jeune femme, t'es pas trop vilaine, oh, t'es diplômée, et en plus, t'es issue de l'immigration, c'est le combo parfait sur ma liste électorale. Donc, alors là, il faut absolument que je vous pose une question. Absolument. Comment ça, on le vit intérieurement? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? On le refuse. C'est-à-dire que l'opportunité de s'engager en politique, moi je suis sortie de Sciences Po Strasbourg, 24-25 ans, des opportunités d'être sur les listes des uns des autres, j'en ai eu. Mais à un moment donné, et c'est pour ça qu'au début je vous disais, je refusais cette mission, mission de symbole, etc. Mais en fait aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur, et qu'il faut au contraire, quand on est une femme, en général, entre femmes, j'adore le mot sororité, on doit être unis les femmes, et quand on est une femme issue de l'immigration, on doit être solidaire, et surtout on ne doit pas accepter en fait ce que l'homme, excusez-moi, et ces clichés, ils sont pas tous comme ça, et j'ai rencontré des hommes fabuleux en politique, mais n'empêche que, en France en particulier, on doit refuser. Non, je ne serai pas ta muse, ta chose, ton faire-valoir. Je refuse d'être un faire-valoir sur une liste électorale. Je suis une femme avec des idées politiques, avec des croyances politiques, et je suis là pour les défendre. Et c'est vraiment le message. Si aujourd'hui il y a un message que je peux essayer de faire passer, que je souhaite faire passer, c'est que pour changer le système, vous pouvez critiquer le système autant que vous voulez. Le système, il est